Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. À la même place, à votre place, Monsieur Kerrar, se trouvait mardi dernier Monsieur Slim Atmani et il nous avait fait l'amitié de nous annoncer en prime, en exclusivité sur cette émission, l'invité du direct, une transaction entre Maghreb Invest, fonds d'investissement propriétaire d'une partie du capital de NCA, et l'Algérien Cvital, à la bourse d'Alger, une transaction sur 15% du capital de l'entreprise NCA cotée en bourse. Il s'est passé quelque chose depuis. La COSOB a apporté un bémol et a rendu cette transaction inopérante pour le moment. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Nous avons besoin de comprendre et c'est notamment pour ça qu'on a fait appel à vous, M. Kerrar. Très bien. Le jour où vous avez annoncé la transaction, en fait, le mercredi, j'étais en réunion à Paris pour Hawkam Al-Jazair, l'Institut algérien de gouvernance d'entreprise, parce que on faisait la promotion de notre site RSE Algérie, c'est de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on lisait la nouvelle sur NCA Aruba avec d'autres confrères, et c'était une nouvelle très positive. On s'est dit, c'est très bien. Il y a une transaction d'un certain montant. C'est la première fois qu'on a une transaction de ce montant-là en bourse. Les deux acteurs sont des gens qu'on peut considérer des gens avisés en affaires, sur une valeur qui n'est pas trop loin de la valeur de l'introduction en bourse, qui donne de la crédibilité à la valeur du titre, parce que Donc c'était, on avait vu ça de façon très positive et c'était quelque chose de très positif sur le marché. Donc pour les actionnaires d'NCA Aruba, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? C'est rassurant, parce que quand on a un marché où il y a peu de liquidité, où les transactions, le fait de transiger est très compliqué, que ça fonctionne mal, ça peut inquiéter les épargnants sur la valeur des titres qu'ils ont. Donc le fait qu'il y ait une transaction, il y a deux acteurs, Cvital et Maghreb Invest, avisés, qui savent compter leurs sous, transigent à une valeur qui n'est pas trop loin comme du cours d'introduction, ça peut rassurer quand même les porteurs de ces actions-là sur la valeur de leurs titres. Donc jusque-là, c'est de bonnes choses. Ça, c'est positif. D'une manière ou d'une autre, ça c'est positif pour les épargnants. Bon, après, comme le fait que c'est pas une grosse transaction, c'est 4 millions de dollars la transaction, c'est ça, on parle de comme et tout. Il était assez étonnant que cette transaction n'ait pas eu lieu, qu'elle soit suspendue, tout simplement. Pourquoi elle est suspendue? Alors nous, on a été mis en cause. On a pu avoir les grandes lignes de l'explication. La COSOB aurait émis une réserve. Elle aurait demandé à celui qui vend, donc à la partie qui cède, Maghreb Invest, d'obtenir la main levée de l'État, qui a un droit de préemption sur ses parts. Ça crée une situation assez inédite, parce que à l'époque de l'introduction en bourse d'NCA Aruba, si on se rappelle bien, l'ouverture du capital en bourse d'NCA Aruba s'est faite par offre publique de vente, où c'était cet investisseur-là, qui est un fonds d'investissement étranger, qui vendait une partie de sa part. Si mon souvenir est bon, Maghreb Invest détenait 34% d'NCA Aruba et il vendait 20%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on cote une société, des actions d'une société en bourse, il n'y a pas de différence entre celles qu'on vend pour être introduites en bourse et les autres. Parce que les actions d'une entreprise sont toutes cotées. Juridiquement, et c'est une action, c'est-à-dire votre action d'NCA, si vous avez des actions, je suis sûr que vous en avez. Non, c'est pas si sûr que ça. Vos actions d'NCA Aruba ou les miennes, ou celles de M. Atmani ou celles de Maghreb Invest, c'est des actions, c'est comme des actions ordinaires. Elles sont plus au porteur. C'est lorsqu'on introduit des titres en bourse, c'est des titres au porteur, donc ils ne sont plus nominatifs. Donc il n'y a pas de différence
entre chacun de ces titres-là. Et pour pouvoir faire l'introduction en bourse, parce qu'il existait cette réglementation sur le droit de préemption, parce que l'exercice du droit de préemption n'est pas compatible avec des transactions en bourse. Vous imaginez bien que si on a un titre coté en bourse et à chaque transaction, on demande la levée du droit de préemption, ça devient très compliqué, parce que c'était très compliqué. À cette époque-là, on avait fait les démarches auprès de la COSOB, du ministère de l'Industrie, à cet effet-là, pour traiter cette question du droit de préemption. Donc ce travail a été fait. Il avait pris 1 an. Ça avait pris 1 an, ce travail-là, et qui était positif. C'est-à-dire que c'était un temps investi positivement. Pour que, comme une décision positive. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, le ministère de l'Industrie avait compris la situation et émis un avis qui a été donné à NCA-Aruba et à la commission qui disait clairement que dans le cadre de l'introduction en bourse et la vente en bourse des titres, ce droit de préemption ne s'appliquait pas. Attendez. Donc vraisemblablement... Vous êtes en train de nous dire que la COSOB est déjà détentrice d'un document des autorités qui, en fait, est une main levée sur la préemption. Et pourquoi le redemanderait alors? Je ne sais pas, mais ce travail-là a été fait avant l'introduction en bourse. Vous comprenez bien, je pense que vous pouvez bien comprendre qu'on n'introduit pas une entreprise en bourse si ces problématiques-là ne sont pas réglées. Et ces problématiques-là avaient été réglées avec les autorités compétentes et avec la COSOB au moment de l'introduction. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas autoriser une société à être cotée en bourse avec des modalités qui ne seraient pas compatibles avec des transactions en bourse, c'est tout. Bon, enfin, donc cette situation est là. Donc si il y a eu une autre raison qui avait été évoquée le jour même, le soir même de l'annonce ici de cette transaction, c'était que lorsqu'il y a une session de bloc, ça ne peut pas se faire directement, il faut un feu vert, il faut aviser la COSOB, le régulateur. Partout dans le monde, quand le volume est important, on dit en général au-delà de 5% des actions d'une entreprise, la session ne peut pas se faire sans qu'on avise le régulateur de la place. Non, il y a deux choses très différentes. Il y a deux sujets très différents. Alors, il y a le sujet des paliers, etc. Donc, lorsque les sujets des paliers, qui est le fait, et puis ça existe dans la réglementation algérienne, c'est que si un détenteur dépasse un seuil de détention de 5% ou de 10%, il en avise l'autorité. C'est pas l'autorité, en fait, l'autorité est le canal de publication, mais en fait, il avise le marché que j'ai atteint une part de 5% de capital dans cette société, et voici mes intentions. J'ai l'intention de prendre le contrôle, pas prendre le contrôle, de continuer à accumuler et tout. Et ces dispositions-là, dans la réglementation algérienne et dans toutes les réglementations au monde, c'est quoi leur objectif? Elles sont face au marché, à la transparence. C'est-à-dire que si quelqu'un accumule une part substantielle des actions de la société, qu'il avise l'autorité, le marché, que tout le monde sache qu'il a atteint une certaine part de capital. Et ce que prévoit la réglementation, c'est pas une demande préalable, dès qu'on l'atteint, on doit le dire. On ne demande pas l'autorisation. Est-ce que je peux acheter? C'est dès qu'on atteint ce seuil-là, parce qu'on parle de 5%, 10%. Mais c'est pas est-ce que vous ne pensez pas que finalement la COSOB a agi sur injonction politique? L'acquéreur, c'est M. Rebrab. M. Rebrab, on sent très bien qu'il embête le gouvernement algérien par ses transactions à l'étranger, ses acquisitions à l'étranger. Et la réactivité de la COSOB a été exceptionnellement rapide. L'information est sortie mardi après-midi, ici, grâce à notre équipe rédactionnelle. Et à Londres, nous avons eu des échos avec la délégation du Forum d'affaires algéro-britannique. Monsieur Ben Abdeslam, le ministre de l'Industrie, s'est inquiété de savoir si cette transaction était légale et s'est mis à chercher, enfin, ça engage que moi, enfin, ce sont des sources qui me l'ont rapporté, de chercher des moyens pour voir si elle était légale. Je ne veux pas aller plus loin. Est-ce que ce n'est pas finalement tout simplement une injonction politique ? Je sais pas, mais c'est pas. En fait, la COSOB est le régulateur du marché. C'est comme son rôle, c'est de s'assurer que les épargnants sont bien informés, que
que notre marché qu'on a besoin de développer fonctionne. Et cette transaction-là, écoutez, comme le niveau de ce que je connais des affaires de Cévital et de l'envergure de Cévital, on parle d'une transaction de 4 millions de dollars. Donc je pense que c'est positif que Cévital investisse dans une société cotée en bourse, c'est comme c'est utile concrètement. Mais je ne pense pas que pour Cévital, cette transaction qui est bonne, soit un enjeu extrêmement important, qu'elle se fasse ou qu'elle se fasse pas. Voilà. Donc. Non, mais pas forcément pour Cévital, mais je veux dire, quand NCA Aruiba est entré en bourse, bon, je veux dire quand il a vendu, quand on a autorisé Afrique Invest à vendre, disons, ses actions en bourse. On a dit que c'était un progrès considérable, que ça ouvrait une nouvelle étape, disons, une nouvelle ère dans l'histoire de la bourse d'Alger, en disant, voilà, maintenant, les fonds d'investissement internationaux, qui sont quelques-uns à avoir investi dans de belles entreprises algériennes, de belles entreprises privées algériennes, vont pouvoir maintenant sortir par la bourse. Ouais. Voilà, on a dit c'est une très très bonne chose, c'est un progrès très très important. Bon, si maintenant, chaque fois qu'un fonds d'investissement étranger cherche à sortir en bourse, il a besoin de plusieurs mains levées successives, etc., de l'État, bon, évidemment, ça remet en cause le progrès dont on avait parlé. Bon, écoutez, en pratique, pour être concret et positif là, sur cette histoire, c'est que il faut réaliser que notre marché est nouveau et qu'il est possible que tous les acteurs des marchés n'aient pas l'expérience qui permet de réagir dans ces différentes situations. Et c'est peut-être une situation nouvelle auquel les intervenants n'avaient peut-être pas l'habitude de réagir à ces situations-là. En tout état de cause, espérons que cette histoire-là soit réglée rapidement et qu'on puisse... Comment elle peut être réglée ? L'État va donner la main levée ? Comment ça peut être réglé ? Ça va retarder la transaction déjà. Non, en fait, si le sujet est là, si c'est un sujet de droit de préemption, et je le rappelle encore, normalement, cette question du droit de préemption pour les transactions en bourse était déjà réglée. Et puis, ça fait très longtemps qu'on émet des recommandations pour les lois de finances et pour la Commission de bien clarifier dans la réglementation que l'exercice du droit de préemption ne s'applique pas pour des transactions en bourse. Pourquoi ? Pour une raison très simple, très simple. Que l'État peut décider d'avoir des droits de préemption, c'est légitime, le sujet n'est pas d'en discuter là maintenant, mais tout simplement c'est que cet exercice-là n'est pas compatible avec des transactions boursières et de toute façon, lorsqu'un titre est coté en bourse, si l'État veut le racheter, à la place de quelqu'un, il va sur le marché, il le rachète. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire, en pratique, il n'y a pas de sujet stratégique. Donc, vraisemblablement, cette histoire devrait être réglée assez rapidement. Et puis, si l'État veut exercer son droit de préemption dessus, c'est pas un sujet. Il peut acheter les actions. De toute façon, il pouvait les acheter avant, les actions d'NCA Aruiba, il pourra les acheter après. Voilà. Et puis, Cévital pourra acheter. Comme si Cévital avait acheté des actions, il y a d'autres actionnaires d'NCA Aruiba, il pourra les acheter. Donc, à hauteur de 15%, cette histoire n'a pas d'enjeu extrêmement important. Ce qui est utile, c'est que ça se règle de façon correcte, rapide, utile pour le marché. Pour qu'un marché fonctionne, on a besoin de prévisibilité, on a besoin que ça soit fluide, liquide. C'est ça un marché. Donc on a besoin que les acteurs aient confiance dans le marché, sachent comment ça se passe, connaissent les règles. C'est ça qui est extrêmement, et les respecte. Vous diriez presque que c'est une erreur de jeunesse, quoi. Quasiment. La façon dont vous en parlez, vous dédramatisez. Écoutez, on a un nouveau marché là. Il faut pas. C'est quelque chose qui est. On a un nouveau marché. Il y a du temps d'apprentissage, qu'on apprenne et qu'on avance. Kerar, on va quand même faire appel à une autre de vos fonctions. Vous êtes un expert financier, mais vous êtes aussi
un universitaire et un citoyen très impliqué en Algérie. Vous faites partie du collectif Nebni. Le collectif Nebni nous a alertés il y a 2 ans avec la prévision 2020, la prospective 2020, sur l'insoutenabilité du modèle de croissance algérien et sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer dès l'horizon 2017-2018. Nous avons déjà des difficultés pour 2015 suite à la chute des prix du pétrole. Ça vous inspire quoi? Écoutez, en fait, il y a quelques années... Vous êtes content d'avoir raison? Non, on n'est jamais content d'être raison dans ces situations-là. Puis le sujet n'est pas on a raison, on n'a pas raison. Enfin, dans Nebni, là, dans ce que fait Nebni, on n'est pas là pour dire on a raison. Il y a assez de débats. Ce qu'on essaye de faire, c'est chacun de contribuer comme il peut pour être utile. Donc, je vous dis ça, dis ça exprès, hein, parce qu'il y a eu quand même des économistes qui ont beaucoup contesté votre approche, la considérant comme très alarmiste, comme pas suffisamment réaliste, compte tenu de toutes les marges de manœuvre dont disposait sur le plan financier le gouvernement algérien. Pour dire, vous avez tendance un petit peu à appeler au loup. Et bon, aujourd'hui, ces économistes-là, à mon avis, en profilent bas. Mais c'est pour ça que je dis... Non, mais en fait, aujourd'hui, le sujet n'est pas le... Enfin, dans le cadre comme de Nebni, n'est pas lié à la baisse du prix du pétrole. Hein. Là, il a baissé à $60, on n'en parle plus et on pense que c'est la catastrophe. Demain, il augmente à $100. La problématique est la même. On a exactement les mêmes problèmes. Et lorsque, comme les projections qu'avait fait Nebni sur le sujet, hein, il y a quelques années, hein, quand on parlait de l'iceberg, on précisait bien que ce n'était pas un sujet de prix du pétrole. Le sujet, c'est pas un sujet de prix du pétrole. C'est pas un sujet de nos quantités de pétrole. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un sujet de prix du pétrole. Avant d'avoir le sujet de prix du pétrole, on avait un sujet, et on l'a toujours, de quantité. La quantité d'hydrocarbures qu'on produit baisse depuis quelques années de 5 à 10% à peu près par an, concrètement. Donc, oui, on a un sujet de prix. Aujourd'hui, on a un sujet de prix, et puis on a un sujet de quantité. Mais dans ce qu'on disait dans Nebni, c'était indépendamment du sujet du prix, indépendamment du sujet de la quantité, on a un sujet lié à notre soutenabilité à moyen et long terme, concrètement. Quels que soient les prix et les quantités. Le sujet n'était pas les prix et quantités du pétrole. Les perspectives, c'est-à-dire les questions de prix et de quantité du pétrole, pouvaient faire jouer le curseur dans... ça déplace de quelques... Voilà, le Titanic, l'iceberg, au lieu d'être en 2020, il est en 2025 et il est en 2030, 2035. Mais on y va. Mais les perspectives, elles sont là. On n'a pas vocation à être un... D'ailleurs, Nebni s'est trompé, entre guillemets, puisque nous, on y est en 2015, alors que Nebni parlait du milieu de la prochaine décennie. Donc voilà. Bon, moi, je veux dire... mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, en plus... Il ne faut pas en faire un sujet entre Nebni et le gouvernement, parce que ce n'est pas un sujet entre Nebni et le gouvernement. Ça fait 20 ans qu'un certain nombre d'experts algériens, dont vous faites partie, mais beaucoup d'autres, disons, annoncent que le modèle économique est insoutenable. La Banque d'Algérie, il y a deux ans déjà, elle disait que c'était insoutenable. Hein, je veux dire, elle le disait pratiquement en même temps dans ses rapports de conjoncture. Donc c'est pas un débat entre Nebni et le gouvernement, c'est un débat, en fait, entre les économistes algériens, en gros. Il y a une espèce de consensus aujourd'hui qui s'est formé au cours des dernières années. Bon, et puis les dirigeants algériens qui, en fait, n'écoutent pas, je veux dire, les experts algériens, ne tiennent pas compte de leurs avertissements. Non, mais moi, ce que je voudrais vous demander, c'est aujourd'hui, la chute du prix du pétrole, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une alerte? Est-ce que ça peut changer des choses? Est-ce que ça peut être une bonne chose, quoi? Bon. Je ne sais pas, et dans Nebni, là, je ne suis pas là pour dire que la chute du prix du pétrole, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Parce que ce qu'on a beaucoup retenu, de façon médiatique comme de Nebni, c'est l'image de l'iceberg et puis l'élément qu'on est tiré sur les alarmes. Mais en fait, ça c'est le message, c'est ce qu'on a retenu du message, mais Nebni, c'est pas ça. Nebni, c'est pas l'oiseau de mauvais augure qui dit que ça va aller mal, qu'on va vers l'iceberg. Le travail qu'on a fait dans Nebni et qu'on continue à faire, c'était quoi? C'est de dire, on a parlé de l'iceberg pour montrer nos échéances et nos défis, mais le travail qu'on a fait, c'était de faire
comment on fait pour prendre le virage. Comment on fait pour prendre le virage? Voilà. Alors la question, c'est celle-là. Et l'objet du rapport de Nebni 2020, de toutes les mesures, comme les 100 mesures de Nebni 2012, ça a été de traiter qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui pour prendre ce virage-là, pour garder l'image du Titanic. Comme le contenu de Nebni, c'est comment je fais pour tourner le gouvernail. C'est ça le contenu. Et ce qui est intéressant aujourd'hui à débattre, c'est pas s'il y a un iceberg ou pas, c'est trop tard. Il est là l'iceberg, et plus on discutera, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là, plus on perdra du temps, on continuera à avancer. Aujourd'hui, ce qui est intéressant à faire, c'est commencer à agir pour tourner le gouvernail. Alors le ministre des Finances a commencé à agir, il a annoncé déjà, il a dit que le budget de l'État allait être soulagé parce qu'une partie des projets, à partir de maintenant, des entreprises publiques allaient être adossées, des projets d'infrastructure notamment, etc., allaient être adossés au marché financier, allaient aller chercher leur propre financement. Est-ce que vous considérez que c'est une mesure qui peut réellement nous éviter des premières déconvenues et soulager le budget de l'État tout de suite, là, en 2015-2016 ? En fait, il y a deux choses. En termes de budget de l'État, il y a du travail à faire pour travailler sur pour ramener nos budgets de l'État à des niveaux soutenables. Mais le sujet, c'est que en termes de budget de l'État, oui, c'est que depuis, on a des budgets déficitaires dans le fond par rapport au prix, aux revenus d'hydrocarbures, aux revenus qui viennent des hydrocarbures depuis 2009 maintenant. Et tout concrètement. Le budget 2015 s'équilibre à $125 le baril. Donc oui, au niveau des finances de l'État, il faut la ressource, comme devient rare. Maintenant, il faut surtout bien allouer la ressource qu'on dépense. Le sujet aujourd'hui, évidemment, c'est d'arriver à terme à contrôler nos budgets. Et dans Nebni, on avait été comme inscrit, on avait recommandé d'inscrire dans la Constitution une règle qui permette de diminuer la dépendance du budget de l'État par rapport aux revenus des hydrocarbures. Bon, plus on avance, plus moi c'est utile ça parce que il y en a, mais pour nous c'est extrêmement important parce que le sujet c'est que si le pétrole, c'est extrêmement important pour notre avenir ça. De se déconnecter des revenus des hydrocarbures. Parce que si demain le pétrole remonte à $200, et je ne sais pas s'il va remonter, mais et tout, il ne faut pas penser qu'il faut qu'on ait cette règle-là pour se lier les mains et pouvoir... Ne plus utiliser. Et réellement, et de façon graduelle. Mais il faut qu'on ait ces règles-là. Parce que historiquement... Les revenus d'hydrocarbures nous ont empêché de faire ce qu'on avait à faire. Faire ce qu'on avait à faire. Donc maintenant, il faut surtout bien allouer nos ressources et faire toutes les réformes qu'il y a à faire. Donc le sujet. Et après, dans les mesures dans ce que propose Nebni, il y a 50 chantiers dans le rapport de 2020. Il y a 100 mesures à très court terme dans le rapport Nebni 2012. Ce qui est important. À la rigueur, si sur la moitié de ces mesures, de ces chantiers-là, on hésite, on veut débattre et tout, mais au moins qu'on commence sur 1-2 chantiers. Il est urgent de commencer. Alors, c'est rare, d'accord. Mais c'est pas ça qu'annonce le gouvernement. Le gouvernement, enfin, le ministre des Finances annonce un certain nombre de mesures. Bon, on a aujourd'hui... Quelles mesures ? On sait qu'on va avoir, disons, un budget fortement déficitaire en 2015, une loi de finances qui vient de passer, déjà en 2014. Bon, on va puiser, c'est annoncé d'ailleurs par la loi de finances, on va puiser largement dans le fonds de régulation en 2014 et en 2015. Bon, alors, première question, à votre avis, le fonds de régulation, à ce rythme-là, combien de temps il va tenir ? Et deuxième question, le gouvernement annonce, le ministre des Finances annonce un certain nombre de mesures. Il dit que voilà, à l'avenir, on ne va pas toucher au budget de fonctionnement, c'est le budget d'équipement qu'on va alléger et on va, disons, financer de plus en plus les infrastructures économiques grâce à des capitaux marchands. Bon, alors est-ce que ça peut marcher, ça ? Est-ce que, en plus de ça, il y a d'autres solutions ? On parle d'endettement public, etc. Est-ce que ces options-là, elles sont viables ? Ouais. Déjà, pour le budget de l'État,
il y avait une épargne qui était fondée régulation des recettes. En réalité, cette épargne a été constituée sur les revenus des hydrocarbures 2005 à 2008. Donc, ça, c'était les années. Et après, depuis 2009, on gruge dedans. Hein. Après, on peut gruger dedans avec 2 années de décalage parce que le temps de faire les lois de règlement budgétaire. Mais en pratique, c'est ça qui s'est passé. On a accumulé de l'épargne budgétaire locale, qui n'est pas la même chose, et jusqu'en 2008. Et puis, depuis 2009, on est en train de la consommer. Alors, bon, il reste peut-être 1 ou 2 années. Bon, après ça, ça va être une fois ou 2 années, pas plus, hein, à votre avis. Parce que comme les chiffres sont difficiles à suivre, parce que les lois de règlement budgétaire se font 2 années après. Donc, ce qu'on a comme information, l'information existe, mais très, très difficile à recouper, parce que l'information qu'on a, c'est les budgets votés. Après, les budgets, entre la réalisation et les budgets, c'est pas exactement les mêmes montants. Donc, c'est pour ça que je suis pas en mesure de vous donner le montant précis de Le résultat des courses, M. Kral, c'est que vous êtes quand même le premier économiste qui dit que le fonds de régulation peut ne pas dépasser 1 année ou 2. Non, alors ça peut être 3. J'en sais rien. Je n'ai pas pour vous faire peur, hein. Voilà. Mais si vous persistez à dire 1 année ou 2, nous on enregistre. Hein. Non, mais je parle en termes d'années d'ordre de grandeur d'années à ce rythme-là, à ce rythme de budget. Oui, c'est 2-3 ans. On n'en a pas pour 10 ans. Mais après, une fois que, mais quand même là. Une fois qu'on a terminé, épuisé le fonds de régulation des recettes, qui est une espèce d'épargne budgétaire, on y a accès, l'État a accès à la dette publique, à s'endetter localement. De toute façon, il y a une dette publique, il y a un marché des valeurs du Trésor qui a toujours fonctionné. Hein. L'État fait des émissions. Elle est de quel ordre la dette publique aujourd'hui en pourcentage du PIB? Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre. Elle n'est pas très élevée. Non, on a une marge de manœuvre. Non, aujourd'hui, la dette publique est relativement faible, et puis c'est normal parce qu'il y avait de l'épargne. C'était comme l'épargne publique. Donc on est dans une situation d'épargne publique. C'est ce coussin-là. Qu'on va, qui permet de tenir quelques années, mais après il y a l'accès à la dette publique avec des avantages, comme avec les conséquences qu'il y a. Mais il y a cette marge de manœuvre là. Il y a un marché des valeurs du Trésor qui existe, qui fonctionne, qui est liquide, qui fonctionne beaucoup mieux que la bourse entre autres. Ça fonctionne. Qui est bien organisé. Mais est-ce que c'est dangereux? Parce que l'État a une meilleure signature que les entreprises qui ont été à la bourse. Non, parce que non. Quand je parle de fonctionnement, c'est qu'en termes d'organisation et tout, il y a un marché secondaire, ça fonctionne. Donc c'est pas très visible, très public, mais il y a un marché qui est liquide, c'est bien administré, ça fonctionne. Parce que ça va peut-être être un sujet d'actualité dans les années qui viennent, parce qu'on nous annonce clairement que l'État va s'endetter, c'est-à-dire il va développer son endettement. Oui, mais c'est annoncé par des responsables. Comme beaucoup d'États. Mais c'est dangereux, c'est pas dangereux de s'endetter? Oui, pour l'État. Quelles sont les conséquences? Mais le sujet, c'est pas que pour un État de s'endetter ou pas s'endetter et tout. C'est qu'est-ce qu'il en fait? C'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Le sujet financier, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est notre modèle économique. Où est-ce qu'on va aller? C'est un sujet de ce qu'on veut manger, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de changer de modèle économique. C'est ça la réalité. C'est de changer de paradigme économique. Après le virage, comment on va prendre ce virage-là? Combien ça va coûter? Comment je vais le financer? Qu'est-ce que je vais mettre avant? Qu'est-ce que je vais prioriser? Qu'est-ce que je vais mettre après? Ça se gère avec de la compétence, c'est tout. C'est pas. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est prendre ce virage de diversification de l'économie. Et ce virage de diversification de l'économie, ça commence tout de suite aujourd'hui par des réformes en profondeur sur l'administration, la bureaucratie, l'environnement des affaires. C'est-à-dire, il n'y a pas photo, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat à faire sur le sujet. On sait exactement qu'aujourd'hui, créer de l'emploi, créer de la valeur pour les entreprises est long, compliqué, coûte cher. Donc, le premier défi aujourd'hui pour diversifier notre économie, c'est de prendre aujourd'hui les mesures qu'on doit prendre pour réformer notre environnement des affaires. C'est une série de décisions qu'il faut prendre, c'est un chantier à mettre en place, que ça soit un
comme un plan d'urgence, que ça soit administration, ministère, par service, une réforme par semaine. C'est ça le rythme dont on a besoin aujourd'hui en termes de réforme économique à faire. Sinon, après débattre, combien il nous reste comme d'argent, de pétrole et tout ça, ça fait juste retarder pendant ce temps-là. Je garde toujours l'image du Titanic, le paquebot avance toujours comme vers l'iceberg. Ce qui est important aujourd'hui, avant de discuter où est-ce qu'on va, c'est de commencer à tourner le gouvernail pendant qu'on discute. Il faut commencer à tourner le gouvernail. C'est ça qui est important aujourd'hui, parce que le temps qu'on perd à continuer à retarder le moment où on va tourner le gouvernail, c'est du temps qu'on perd. Monsieur Kérard, ce qu'on nous annonce depuis l'été dernier, le Premier ministre, le ministre des Finances, etc., disons, apparemment comme une panacée, comme une découverte, disons, c'est que à l'avenir, dans les mois, dans les années qui viennent, ce sont des capitaux marchands auxquels on va faire appel pour financer les infrastructures économiques. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce que c'est une solution? C'est pas suffisant dans tous les cas. Alors, les capitaux marchands pour financer les infrastructures économiques, oui, évidemment. Après, sur les modes de financement. Alors, déjà, il y a, dans le passé, c'était comme en 2005, 2006, pour les entreprises publiques, il y avait quelque chose qui était très positif. On avait développé le marché des obligations sociétaires. C'était avec ça, à cette époque-là. On avait travaillé, on avait... pour Air Algérie, Sonelgaz, Algérie Télécom, pour leur financement, on avait fait appel au marché, on avait fait comme des emprunts obligataires. Ces entreprises-là, lorsqu'il était nécessaire, avaient été assainies. Air Algérie a été recapitalisée avant de faire son emprunt obligataire. Un business plan a été fait, les capacités de remboursement étudiées, et elles ont été au marché pour emprunter à des conditions de marché et en étant transparentes sur leur capacité de remboursement. C'est ça qui s'était passé. C'était bien passé, ça s'était bien passé. Oui, et c'était un exercice vertueux. Comme jamais depuis les banques, les épargnants qui ont acheté ces obligations n'avaient jamais eu autant d'informations sur ces entreprises-là. Donc c'était très bien. Par la suite, on a décidé de ne plus avoir recours au marché financier pour le faire. On a utilisé un peu trop souvent des financements directs du Trésor ou à des conditions déterminées qui n'étaient pas nécessairement de... Pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'avoir recours au marché financier, à votre avis? Je ne sais pas, mais... Parce que le pétrole est monté et qu'on avait... Après, Parce qu'on ne voulait plus laisser M. Sillard s'en occuper, là aussi, politique. C'était l'âge Sillard qui avait fait la plupart des introductions en bourse. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Enfin, ma fonction, c'est d'analyser les choses. Et de façon enfin, utile, notre fonction, c'est de demander pourquoi elles se passent. Une des raisons qui peut expliquer les choses, c'est que la taille des investissements maintenant des entreprises publiques, disons, a augmenté. Dans un cas comme celui de Sonelgaz, par exemple, je pense que passer par le marché, c'est positif et c'est vertueux. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, ça met les garde-fous. C'est-à-dire qu'avant de faire un emprunt obligataire, on fait des projections financières, on publie l'information financière, on s'assure qu'il y a de la capacité de remboursement. Et tous ces emprunts obligataires qui ont été faits à l'époque, ils ont été remboursés par les entreprises qui n'ont pas eu besoin d'avoir recourir à l'État pour pouvoir avoir ces remboursements. Quand on passe par le marché, que ce soit par des emprunts obligataires, si on introduit une société, si on privatise des sociétés publiques aujourd'hui en bourse, et puis qu'elles doivent aller sur le marché pour se financer, pour avoir des fonds, elles doivent convaincre qu'elles vont créer de la valeur. Et cet exercice est utile et vertueux, de devoir convaincre qu'on doit créer de la valeur. Donc ça, c'est pour les entreprises publiques. Les entreprises dont l'État est actionnaire et qui est active dans des secteurs commerciaux. Après, quand on parle d'infrastructures publiques, de biens et tout, évidemment, il y a une partie qui peut être structurée, financée et gérée, ça va ensemble d'habitude, par des intérêts privés, ou par des capitaux. Ça peut être structuré en project finance. Mais ça, c'est une proportion de la dépense publique. C'est pas tout qui peut aller là. Les conditions pour que ça puisse se faire, c'est que
La partie qui est financée par le marché, et qui est structurée en project finance, concrètement, doit pouvoir avoir des revenus pour avoir la capacité de remboursement. Voilà, c'est tout. Donc, après... Je vous arrête sur cette question des revenus. On l'a fait sur cette question des revenus, on a largement dépassé le temps imparti à cette émission, mais on est sur un problème sensible, on va prendre 3 ou 4 minutes. Sur cette partie des revenus, par exemple, le business plan de Sonelgaz, quand Sonelgaz a émis son emprunt obligataire, son business plan incluait une progression des tarifs de l'accès à l'électricité, laquelle augmentation n'est jamais venue dans les années qui ont suivi. Ça a torpillé et ça a gonflé l'endettement de Sonelgaz. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, quand vous dites il faut tourner le gouvernail? Il faut tourner le gouvernail, vous insistez. Est-ce que la remise à plat rapide, immédiate du système des subventions n'est pas l'une des premières mesures à prendre? Alors, je parle des subventions parce que c'est lié au coût de l'énergie et à Sonelgaz. Voilà, pour clarifier, en 2004, 2005, 2006, lorsque Sonelgaz avait émis ses emprunts obligataires, et les références, les outils d'information sont publics et sont toujours là pour montrer. Sonelgaz, à l'époque, avait quasiment zéro dette, pratiquement pas de dette, un taux d'endettement de 10% à l'époque. Donc, tous ces financements sur le marché obligataire ont été structurés avec un niveau d'endettement raisonnable, avec une bonne capacité, avec une capacité d'endettement raisonnable. Les projections financières prévoyaient naturellement, à l'époque, on parle de 2004-2005, des augmentations de tarifs comme d'électricité, de l'ordre de l'inflation. C'est ce qui a était historiquement le cas. Hein. Il y a toujours eu 1%, 2% d'augmentation. Voilà. Donc, par la suite, bon, après, il y a eu moins d'informations qui ont été publiées. Donc, après la situation de l'endettement aujourd'hui, les chiffres ont été annoncés dans la presse et tout par Sonelgaz, important, n'est pas lié seulement à la question de l'augmentation des tarifs, qui était ça, mais après, c'est ça, comme les niveaux d'endettement des structurations et tout n'étaient pas nécessairement adaptés aux capacités de remboursement. Donc, oui, évidemment, la question des prix de l'énergie, j'aime pas trop en parler comme subvention, les prix de l'énergie. Parce que c'est un produit local ? Non, pas pour ça. Par rapport à notre défi. Parce qu'en fait, notre problème, on a deux problèmes. Et tout. Alors, parce qu'on a parlé là de nos problèmes de soutenabilité, mais en termes je ne suis pas expert en énergie, mais avec l'information qui est donnée, publiée et tout en soi, si on comprend bien, c'est qu'aujourd'hui on produit à peu près 80 milliards de mètres cubes de gaz, par exemple. Donc on en consomme 37 milliards. Et puis, mais cette consommation locale est en croissance. Et que vraisemblablement, Sonelgaz a annoncé qu'à l'horizon 2030, on aurait besoin de 75 milliards de mètres cubes. Voilà, à peu près 80 milliards de mètres cubes. Donc, au-delà du fait que, oui, on a un défi en termes de rente pétrolière, hein, parce qu'elle a une fin, donc on doit trouver d'autres sources de richesse que la rente pétrolière. On a un vrai sujet d'énergie, là, aujourd'hui. C'est qu'on doit pouvoir travailler à trouver nos sources d'énergie après cet horizon-là. Parce que non seulement on ne pourra pas exporter d'énergie parce qu'on l'aura consommé, à moins qu'on fasse des super découvertes, mais il faudra qu'on trouve d'autres sources d'énergie. Et j'imagine que les recherches sur le gaz de schiste ne sont pas là pour créer une autre rente, hein, mais pour relever ce défi-là. Et c'est le débat entre du solaire, du mix solaire, du schiste, etc. Mais on a un sujet d'énergie. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, notre sujet du prix de l'énergie, du prix de l'électricité, c'est pas un sujet de subvention. Parce que quand on réfléchit subvention, on se dit, si je ne le consommais pas, ce gaz ou ce pétrole, je l'exporterais. Mais quand on regarde nos perspectives aujourd'hui, l'alternative, ce n'est pas l'exportation. L'alternative, c'est le garder parce qu'on va en avoir besoin demain. Et on a un sujet, et si on réfléchit à la question des prix de l'énergie, enfin ça c'est ma propre opinion, ma propre approche là-dessus, il ne faut pas le faire pour des raisons, il ne faut pas en parler en tant que subvention, ce n'est pas ça le sujet, c'est en tant qu'incitatif pour de l'efficience énergétique. On consomme trop d'énergie.
on doit apprendre à consommer moins d'énergie. Cette énergie, on en aura besoin demain. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser une énergie qui n'est pas renouvelable, qui est épuisable, et on en aura besoin demain. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important.